Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment dédiabolisation de la modèle, 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 quasiment dédiabolisation. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, à tous, bonsoir à toutes, à tous, bonsoir, un écho assez incroyable, régler le problème, ça y est, l'écho est parti. Comment est-ce que ça va ce soir? Quel plaisir de vous retrouver pour cette magnifique émission qui est Minerva. Alors malheureusement, euh, comme d'habitude, un souci technique m'a empêché de passer le générique de manière un petit peu propre. Alors je vous propose de le passer très rapidement maintenant, histoire de rentrer dans le vif du sujet. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve là. Vous appelez clairement la révolte? D'abord, je voudrais souhaiter bon anniversaire à ma grand-mère qui a 98 ans. Voilà, que j'appelle maman Marie. Je lui fais un gros bisou. Non, non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Pierre Roussel passe son temps aussi à critiquer Jean-Luc Mélenchon, donc on s'en sort plus. Voilà. Est-ce qu'on peut arrêter ça? Est-ce qu'on peut arrêter ça? Et quand vous leur dites? Et qu'un tel, j'en ai ras le bol. Voilà. Ce qui est très important pour nos Français, c'est que on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Macron! Explosion! Vous sortez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Ah bah c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial. Je te remercie. Il est foutu, c'est pas grave, hein. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous avez vu comment vous traitez vos invités? Oh, mais vous êtes une victime! Cette femme a un boulard immense, elle est scientifique, vous faites attention. Mais vous savez, en fait, c'est juste une question de préparation psychologique. Si on m'avait dit que cette émission était en effet réactionnaire et climato-sceptique, en fait, peut-être je serais pas venue, en fait. Les plus jeunes vont me dire, eh ben, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin, hein. Faites mieux. Okay, let's go. Et donc on se retrouve pour Minerva, cette magnifique émission où nous allons discuter, peut-être pendant 1 heure, peut-être pendant 2 heures, on verra si on est extrêmement en forme, discuter de l'actualité politique, de l'actualité sociale qui nous intéresse, vous intéresse, en tout cas je l'espère. Et voilà, si Minerva devait être une couleur, elle serait probablement rouge. Un mélange subtil et parfait de vert et de rouge. En quelle proportion? Cela, je le laisse à votre interprétation. Alors, Lola, ça fait un petit moment, mais pas tant de temps que ça, qu'on s'était pas vu. Lola, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, malgré le froid glacial. Mais sinon, tout va très bien. En termes de froid glacial, j'ai l'impression que tu risques d'être battu à plate couture par Nina. Nina qui est en direct de Montréal. Nina, ça faisait... ouais, tu étais venue pour l'émission de la rentrée, qui était une super émission avec notre camarade Basile. Comment ça va depuis le temps? Eh ben écoute, ça va bien. J'ai pas échappé au froid parce que je me suis enrhumée comme une grosse débutante. On a déjà eu la première neige et puis j'attends avec impatience de pouvoir faire des bonhommes. Coquin de sort, comme dirait Thierry Delamour, est dans le pré, bien sûr. Bonsoir Nicolas Demorand, Nico Demorand, fidèle parmi les fidèles dans le chat, qui nous dit bonsoir à Choura94250, qui est notre modératrice ce soir. Alors, on va parler de beaucoup de sujets qui ont fait un petit peu l'actualité politique de la semaine ce soir, et malheureusement, le premier sujet, c'est le premier sujet qu'on aborde depuis toutes les émissions, depuis le 7 octobre, bien sûr, qui sont les drames qui ont frappé Israël d'abord et la Palestine ensuite, notamment à Gaza. Alors, ma première question, c'est est-ce que vous condamnez? Oui. Ah, mais condamner quoi? Moi, je sais pas ce que vous devez condamner, mais ça vous de voir. Vous pouvez condamner ce que vous voulez. Est-ce que vous condamnez les violences, monsieur Théophrogie? Je condamne bien sûr les violences. Évidemment. Non, plus sérieusement, pardon. La situation s'empire, et c'est peu de le dire, chaque jour à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, avec un bilan humain qui ne cesse de s'aggraver, avec aujourd'hui près de 9500 morts, selon donc le Hamas, la seule autorité présente à Gaza pour faire ce triste bilan.
et plus de 20 000 blessés selon Médecins sans frontières qui est également présent sur place. Le Liban semble durcir sa ligne également. On assiste à des bombardements dans des camps de réfugiés horribles, innommables. Ce conflit prend de plus en plus la forme d'un massacre asymétrique sans cesse dénoncé par les instances de l'ONU, mais aussi une grande partie de la communauté internationale. Voilà, j'aimerais rappeler, en guise de préambule à la discussion qu'on va avoir, qu'évidemment, nous sommes des militants, des militantes de gauche. J'espère en tout cas que vous me contredirez si c'est pas le cas tout à l'heure, Lola et Nina, mais on est profondément attachés à la paix, et notre camp et notre unique horizon est celui de la paix, évidemment. Et à ce titre-là, voilà, on l'a déjà évoqué dans plusieurs émissions, mais aussi sur le site nosrévolutions.fr dans certains partis pris. Nous sommes pour une solution à 2 États, une solution par la diplomatie et le dialogue. C'est simplement pour reposer une petite base. Un petit rappel aussi, puisque hier, c'était le 4 novembre, et le 4 novembre, c'est un anniversaire, puisque le 4 novembre 1995, 2 ans après les accords d'Oslo, le premier ministre israélien et prix Nobel de la paix, Yitzhak Rabin, était assassiné notamment par des militants, je crois, d'extrême droite israélienne, en tout cas c'était l'extrême droite israélienne qui l'a fait, je me souviens plus du nom de leur groupuscule d'alors. Il venait de prononcer un discours marquant lors d'une immense manifestation en soutien au processus de paix à Tel Aviv. Donc, alors voilà, pour entamer un petit peu la discussion, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter tous les trois ensemble, quel regard vous portez sur la situation en Israël et en Palestine? Peut-être toi, Lola, c'est un regard un peu particulier. Je pense que, comme tu as très bien rappelé, que nous, notre seule boussole, c'est la question de la paix, et que c'est celle-ci qu'il faut avant tout défendre. Mais je pense qu'il y a aussi une question cruciale qui est celle de l'autodétermination du peuple palestinien, et qui est la seule voie possible vers cette paix-là. Évidemment, il y a un drame humain et politique aussi qui est immesurable, quoi. C'est vraiment les images sont insoutenables tous les jours de tous ces civils, de tous ces hôpitaux, voilà, tous les lieux de vie, notamment, particulièrement à Gaza, mais de tout le peuple palestinien. Mais voilà, cette question de permettre à ce peuple-là, en tout cas, d'avoir les choix, de pouvoir faire ses choix sur son avenir, c'est vraiment la seule voie de la paix pour moi. Et la manifestation, moi j'étais à la manifestation d'hier à Paris, qui était assez impressionnante par rapport à... Bon, il y a eu le rassemblement il y a 2-3 semaines, je me souviens plus, le dimanche, là, qui était aussi très impressionnant. Et cette manif-là, hier aussi, je pense qu'elle a été très marquante, et partout dans le monde, on voit des images qui montrent vraiment que cette solution, ce besoin de paix, il se fait ressentir à travers le monde entier, même dans des États qui historiquement, toi, au niveau des politiques gouvernementales, ont toujours été plutôt du côté du gouvernement israélien, mais où les peuples, en tout cas, se prononcent pour la paix, et voilà, pour que le peuple palestinien puisse avoir le choix sur son propre avenir. Mais qui par exemple, comme État? Je crois qu'aux États-Unis, il y a eu des manifestations assez importantes, alors que on sait la politique menée par le gouvernement américain depuis de nombreuses années, quelle que soit l'étiquette politique. J'ai pas les images aux États-Unis étaient assez marquantes, de trouver plein d'autres États en Europe. En Allemagne, c'était aussi assez impressionnant. Voilà, donc il y a pas mal de... ça se bouge dans tous les pays, quoi. C'est assez marquant de voir à quel point ça traverse le monde, ce combat-là. Et toi, Nina, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce conflit que tu vois peut-être d'un peu plus loin que nous? Je partage totalement ce qu'a dit Lola, et d'autant plus que oui, en fait, la paix est urgente, surtout que depuis de nombreuses années, même s'il n'y avait pas forcément tous les jours d'agression armée et militaire sur les populations, il y avait quand même un étranglement
lent, mais pourtant bien réel, de toute une population qui était soit dans la bande de Gaza, dans cette prison à ciel ouvert, ou tout simplement de la répression subie par les étudiants palestiniens, donc dont beaucoup n'arrivaient pas à avoir leur diplôme parce que ne pouvaient pas se rendre à l'université les jours de partiel à cause des checkpoints, Enfin, en fait, c'est tout un étranglement comme ça, genre très insidieux mais très réel qui se passait. Donc la paix est vraiment une urgence. Et puis même ici à Montréal, la manifestation à laquelle j'ai malheureusement pas pu me rendre pour des raisons de santé était assez grosse, toute proportion gardée avec la taille des manifestations ici. Et mes amis m'ont raconté, voilà, dans le métro, les gens continuaient à créer des slogans, étaient vraiment assez nombreux. Et il y a eu quand même peut-être 3 ou 4 rassemblements depuis le début de l'explosion. Donc les gens se sentent un petit peu concernés quand même aussi. Donc finalement, à l'exception de la manifestation d'hier en France, vous avez eu la chance d'avoir des manifestations autorisées. Je ne sais pas si tu as vu ça, Nina, mais nous, toutes les manifestations en solidarité avec la Palestine depuis donc le 7 octobre ont été interdites par Gérald Darmanin et ont été souvent reprises par les préfets. Ouais, voilà. Donc formidable si le Québec libre, bien sûr, vive le Québec libre, a eu la possibilité de pouvoir manifester sa solidarité internationale. Et justement, je voulais un petit peu embrayer sur une petite question, un petit peu pour toi. Est-ce que comment ce conflit il est perçu chez toi, en tout cas en ce moment au Québec, comment ça se passe un petit peu? Voilà, il y a eu des manifestations et est-ce que tu sens qu'il y a une mobilisation du peuple québécois en solidarité avec la Palestine? J'ai pas eu l'occasion, pour parler de la perception, j'ai pas eu l'occasion d'en parler avec assez de monde né au Québec pour l'instant pour pouvoir me permettre de te dire une idée générale. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a eu pas mal de rassemblements organisés, dont 2 dans mon université. Et pourtant, l'université de Montréal, c'est pas l'université non plus qui est la plus réputée pour avoir un mouvement social perpétuel, et dont d'ailleurs la plupart des gens viennent assez peu souvent et font tout chez eux. Donc le fait qu'il y ait eu deux initiatives de solidarité, je trouve que c'est assez marquant. Bonsoir à Momal dans le chat, bonsoir à Girondine du Sud, bonsoir à Tourmaline, bonsoir à Soka, bonsoir. Ah non, Nico Demoran nous dit la manif de jour à Paris était autorisée, oui. Nico Demoran, bien sûr. Mais c'est la première depuis le 7 octobre à être autorisée, ce qui est un cas unique au monde, puisque jusqu'à la semaine dernière, la France était le seul pays, par le biais de son magnifique ministre de l'Intérieur, à interdire ces manifestations. Alors du coup, Lola, est-ce que le nom de Marwan Barghouti, un prisonnier politique palestinien, alors est-ce que tu as envie de nous en parler? Est-ce que son nom t'évoque quelque chose? Oui, tout à fait. Si je dis pas de bêtises, je pense que ça doit être maintenant un des plus vieux prisonniers politiques palestiniens. Il est en prison depuis 2000-2002, à vérifier. Donc oui, c'est un prisonnier politique. Enfin, peut-être rappeler aussi le système du gouvernement israélien pour maintenir des personnes en prison pendant 20 ans sans aucune preuve et sans aucun motif de condamnation. Ils ont un système qui s'appelle la détention administrative. Donc c'est des mesures d'emprisonnement de 6 mois qui sont renouvelables à l'infini et sans aucune preuve. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir de preuves matérielles pour justifier de ces emprisonnements. C'est un système qui est extrêmement qui est très utilisé par le gouvernement israélien contre les militants palestiniens. Ça a été le cas de Salah Hamouri qui a été aussi pendant de nombreuses années et de manière répétée dans le temps qui a été victime de cette détention administrative. C'est le cas de Marwan Barghouti depuis 20 ans. Je ne sais plus si c'était un avocat ou un militant. Un homme politique plutôt, en Cisjordanie. Un homme politique, voilà. C'est vraiment une figure assez centrale pour le peuple palestinien
de ce que pourrait représenter sa libération pour ce peuple-là, notamment en termes de... Voilà, je parlais d'autodétermination. Je crois qu'aujourd'hui aussi, si dans le cas potentiel où il serait libéré, qui avait une élection, il est plutôt très bien positionné pour en être le chef de file en tout cas. Mais oui, donc le système de la détention administrative, elle va complètement à l'encontre du droit international, etc. Donc c'est aussi une mesure qui est à combattre avec beaucoup d'exigences. Je me souviens à l'époque aussi, à l'UEC, on avait mené pas mal de campagnes pour la libération des étudiants. L'Union des étudiants communistes, pour nos auditeurs. Oui, pardon, pour préciser. D'étudiants qui aussi étaient en détention administrative, qui étaient prisonniers politiques et dont le seul crime était d'étudier, réellement. Je crois que Salah Mouri, il avait été en détention administrative parce qu'il était passé dans une rue quelques heures avant une explosion. Voilà, tous les prétextes avaient été bons pour refermer. Et notamment, lui, ça a été un militant qui a beaucoup porté la cause palestinienne en France, les franco-palestiniens, et qui est par ailleurs avocat de métier. Il a donc beaucoup œuvré au niveau du droit international et auprès de l'opinion publique française pour essayer de faire connaître ce combat et cette injustice qui était vécu par beaucoup de Palestiniens de la bande de Gaza et en Cisjordanie. Alors, moi je voulais rentrer... pardon, j'ai encore une question pour toi, Lina, parce que l'ambiance québécoise me fascine. Est-ce que, voilà, comme on est des pays proches entre le Québec et la France, de par une proximité déjà, ne serait-ce que de langue, est-ce que la réaction un petit peu française, en tout cas du gouvernement français, est un petit peu commenté au Québec? Est-ce que c'est un sujet ou alors pas du tout? J'ai pas entendu beaucoup de monde en parler. La question est plus celle du gouvernement canadien, parce que c'est l'échelon fédéral en fait qui va gérer ça. Donc les gens commentent beaucoup plus la position de Justin Trudeau que la position d'Emmanuel Macron là-dessus. Et puis d'autant plus aussi, là où en France, le sujet de la Palestine a été beaucoup porté depuis beaucoup d'années par beaucoup d'organisations, etc. Et donc qui est un sujet de société qui est pas mal revenu chez les militants de gauche. Ici, c'est un petit peu moins le cas. C'est un peu moins de place dans le débat public. Donc, la question n'est pas tellement genre la réaction internationale plutôt que au choc que une telle barbarie puisse arriver et qu'on puisse massacrer comme ça impunément tout un peuple. Donc je dirais pas tant que ça. Et Justin Trudeau, alors c'est quoi la position un peu officielle canadienne? En fait, en termes de politique internationale, le Canada suit les États-Unis. Pour 99% des choses. Parce que le fait que ce soit le voisin direct, que leurs économies dépendent de l'un et de l'autre, je crois pas qu'on ait déjà vu ça que sur un sujet d'une crise internationale, le Canada soit opposé aux États-Unis. Très bien. Alors, la semaine dernière, on a amplement débattu donc avec Hugo et Adrien, un petit peu du côté de l'Occident qui est en train de se replier sur lui-même et finalement là où il y avait des grands principes et des grandes idées, en fait on voyait le vrai visage de l'impérialisme qui s'abattait un petit peu partout et des élances de circonstances, etc. Du coup je vous propose d'essayer d'aborder un petit peu la question sur un autre angle, peut-être un peu plus difficile, mais en tout cas peut-être plus délicat. Mais je vais commencer par partir d'un fait qui est arrivé aujourd'hui. Alors, il y a de nombreux observateurs qui font remarquer, qui s'inquiètent du fait que la forme qu'a pris le conflit, en tout cas le fait de ceinturer la bande de Gaza, le fait de la bombarder pendant des jours et des jours, le fait de viser un certain nombre de bâtiments stratégiques qui sont les hôpitaux, les camps de réfugiés, etc. Voilà, il y a un mot qui ressort et ils disent que ça ressemble de plus en plus à un génocide. Moi, je veux bien qu'on en débatte, mais je m'approprie pas ce mot-là pour l'instant, en tout cas. Mais il y a même de hauts responsables du gouvernement, donc d'extrême droite israélienne, qui font un peu écho à cette idée, puisqu'il y a un ministre israélien qui a évoqué hier ou aujourd'hui un recours à la bombe nucléaire sur Gaza, ce qui a un petit peu terrifié la communauté internationale. Alors ce ministre, c'est le ministre de l'héritage. Moi, je ne sais
pas du tout à quoi ça correspond, je vous avoue que j'ai pas fait mes devoirs. En tout cas, il s'appelle Amichel Eliyahu. Il a affirmé dans une interview et une radio donc d'extrême droite qu'il n'était pas entièrement satisfait de l'ampleur des représailles israéliennes dans le territoire palestinien après l'attaque meurtrière menée par le Hamas sur le sol israélien donc le 7 octobre. Et donc il est interrogé sur la solution qui lui semblerait à ses yeux légitime. Et donc il a répondu une sorte de bombe nucléaire sur toute la bande de Gaza, la raser et tuer tout le monde. Et le ministre a répondu c'est une option. Donc évidemment... au niveau un peu supérieur, Benjamin Netanyahou a publié directement un communiqué dénonçant les déclarations de son ministre, qu'il a qualifié de complètement déconnecté de la réalité, et il a dit qu'il a été viré du gouvernement jusqu'à nouvel ordre. Mais il n'empêche qu'au plus haut niveau, il y a cette idée, en tout cas, qui font écho à cette notion de génocide, puisque évidemment, nucléariser un endroit qui fait à peu près la superficie de Paris, ça équivaut à tuer tout le monde, évidemment. Alors, puisque c'est un peu à la mode de faire des discours un peu insupportables parfois, si vous me dites si ça vous saoule, on passe à un autre sujet, mais sur, on va dire, un peu la sémantique, finalement, et le poids des mots. Est-ce que vous, ce mot de génocide, ce terme, il vous semble approprié à l'heure actuelle? Peut-être qu'il ne l'est pas aujourd'hui, mais qu'il peut l'être demain. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait réagir, qui vous intéresse? Peut-être le là, ouais. Bon, moi, c'est une question que je me suis posée en tout cas. J'ai pas forcément. Je peux pas m'arrêter frontalement sur une position, mais juste rappeler quelque chose, c'est que la situation dans laquelle se trouvent les Palestiniens, les Palestiniennes, et notamment la situation coloniale auquel ils sont victimes, elle date pas du 7 octobre 2023. Ça fait, on le dit, c'est un conflit qui est quasiment centenaire aujourd'hui et qui a fait je n'ai pas le chiffre, mais voilà, des centaines de milliers de victimes depuis tout ce temps. Je ne sais pas si on peut, en tout cas depuis ce 7 octobre, parler de génocide. C'est quand même un mot, c'est un mot très fort qu'il faut manipuler avec attention, mais je pense que si la situation continue, oui, on va pouvoir en parler. Nina, ça te fait un peu réagir ce terme? Bah oui, parce que en fait, si je me rappelle bien de l'étymologie de génocide, c'est que on massacre des gens parce qu'ils existent tels qu'ils sont, genre parce qu'ils font partie d'une certaine population. Donc, mais en fait, c'est qu'il y a une volonté d'annihilation totale. En fait, c'est vrai que, comme dit Lola, faut le manipuler avec précaution. Mais en fait, je pense qu'à partir du moment où il y a les actions sont. Je rebondis sur la situation, comme Lola parlait de la situation des étudiants, des étudiants qui ont été arrêtés juste pour le seul crime d'étudier. En fait, je pense que s'attaquer notamment, par exemple, à cette population-là, c'est aussi on peut l'interpréter comme un désir de couper la potentialité de développer davantage de têtes pensantes au sein de la population. Donc, en fait, de priver d'un des moyens de s'élever là-dedans. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en fait, en menant ce genre d'action-là, en restreignant les possibilités de déplacement des personnes, en rendant plus difficile l'accès à des ressources essentielles, à des soins de santé, en fait, à tout ce qui peut permettre à une population de se développer correctement, quand je dis développer, pas forcément augmenter en nombre, mais en fait de vivre de manière agréable, décente, en fait, tout du moins. En fait, ça en prend quand même un peu le chemin. Donc, je dirais que les jalons sont posés. Après, est-ce que ça arrivera jusqu'à un désir d'annihilation totale? Je n'espère pas. Mais en tout cas, il y a quelques éléments qui fait que ça peut trotter dans un coin de la tête. Et justement, ça fait écho à ce que nous dit Hugo Kako, je crois que ça se prononce comme ça. Dans le chat, les rapporteurs de l'ONU sur place parlent de risque de génocide dans leur communiqué qui a été publié effectivement jeudi. C'est vrai que j'en avais pris connaissance, j'ai oublié de le mentionner, au sens où il n'y a pas de génocide actuellement, une situation qui peut basculer d'un moment à un autre, et il nous dit aussi, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un processus de nettoyage ethnique
qui n'est pas équivalent à un génocide, depuis la fin des années 40, et qui fait notamment documenter par des chercheurs israéliens comme Ian Papp. Et oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très singulier dans cette situation, en tout cas dans le contexte, c'est qu'on coupe l'arrivée d'eau, on coupe les ressources de nourriture, hein, l'électricité, etc. On coupe Internet de manière à les plonger un petit peu dans l'ombre et dans le fait qu'on puisse pas voir exactement ce qui se passe là-bas. Je sais pas si vous avez vu, mais là, dans la semaine, là, je ne pourrais pas vous dire le jour exact, mais il y a un missile qui a été tiré sur le bâtiment de l'agence France Presse, donc l'AFP, qui a à moitié, n'a pas détruit le bâtiment, mais voilà, c'est manifestement une frappe ciblée, d'après l'AFP, justement. Et voilà, il y a une tentative de un peu couper du monde cet espace-là, et on dirait que les conditions d'un génocide, en tout cas, semblent réunies, ce qui est quand même un petit peu inquiétant, à mon sens. Voilà, je sais pas, est-ce que c'est une question qui sonne un petit peu comme une évidence, mais je vous la pose quand même. Est-ce qu'on peut craindre un déchaînement de l'armée israélienne dans les prochains jours? Je pense que oui. Non, parce que ça s'en va tout. Bah oui. En plus, on peut s'attendre d'autant plus à tout qu'il n'y a plus de limite, en fait. C'est... À partir de là, genre, il y a pas grande face à sauver, si tu veux. Genre, c'est... Tout est possible. C'est possible, malheureusement. Bon, on y sera attentif. Et pour ma part, pensez-vous aussi au peuple palestinien qui subit ça. Et j'espère que ça va s'arranger. Mais bon, ça n'a évidemment aucune incidence. Alors, d'un point de vue un petit peu plus diplomatique, la France, mais aussi les États-Unis se disent désormais favorables à une pause humanitaire, mais pas un cessez-le-feu. Il y a un espèce de jeu d'équilibre. On dirait bien justement qu'on arrive aux limites du jeu de contorsionnisme diplomatique. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est quoi une pause humanitaire qui n'est pas un cessez-le-feu? Un super élément. C'est un pouce comme à la cour d'école. Non, mais c'est de la langue de bois, quoi. Donc pour toi, c'est complètement de la langue de bois, c'est du cynisme pur. Ah oui, c'est presque... oui. Enfin, j'ai pas trop suivi les débats, mais oui, ils jouent vraiment juste sur les mots pour brouiller, pour brouiller le débat. Et un pause humanitaire, un cessez-le-feu, dans tous les cas, ça implique... Bon, j'espère que ça veut dire que ça implique une pause ou un cessez-le-feu dans les combats, tu vois. Donc, je comprends pas trop... les mouvements contorsionnistes qui sont utilisés. Oui, puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire une pause humanitaire? Ça veut dire, je vais vous laisser le temps de mettre un petit pansement et après je retire. Ok, t'es bon, c'est bon? Ok, allez, je recontinue. Enfin, je comprends pas je vois pas le projet, en fait, derrière cette notion un peu hypocrite. Ah, on dirait que, justement, les opinions publiques des pays sont un petit peu en train de basculer, et du coup, d'un point de vue diplomatique, ils sont un petit peu... ils portent cette histoire de pause humanitaire tout en sachant très bien que ce sera probablement refusé. Vous voyez, c'est une sorte de manière de ménager son opinion publique interne. Enfin, je sais pas si c'est votre avis, mais... Ouais. Puis une pause, ça implique que ça recommence aussi. Alors que bon, le cessez-le-feu, on est plutôt sur un processus qui implique une fin. Et le fait de ne pas porter cette exigence de fin des combats à terme, à long terme, pas une pause, donc qui implique on fait 24 heures, ouais, on met 3 pansements et on vous donne 3 couvertures, et le lendemain on se retape dessus. D'un point de vue de diplomatique. Oui, puis à l'ère des technologies de l'information, puis de la guerre de l'image, en fait, parce que la guerre ne se déroule pas que sur le terrain physique. Oui, j'imagine que ça permettra d'avoir 2-3 discours, peut-être éventuellement des photos, des choses de regarder, c'est pas nous les méchants, etc., pour repartir de plus belle ensuite. Mais en fait, comment ne pas voir l'hypocrisie de ça? Enfin, je pose une question rhétorique parce que oui, je le sais, il suffit d'être assez peu informé et puis de voir les bonnes images au bon moment, et peut-être que c'est possible de grappiller quelques points dans l'opinion publique en sa faveur, mais voilà, pour paraphraser, la manœuvre est extrêmement grossière. Je trouve ça vraiment choquant. Ouais. Et le pourtant, simple fait de penser marcher.
Pourtant, la pause s'impose, bien sûr, et elle devrait être définitive. Oui, Il y a totalement. Nico Il faudrait demande juste dans le sauver une chat. simple pause, quoi. Voilà. Et justement, puisqu'on parle de communication un peu politique, alors là, normalement, les gens sur le live peuvent voir à leur écran, mais je peux vous le lire, parce que, évidemment, Minerva est aussi un podcast. Donc, c'est un tweet d'Adrien Chloé, qui est un député de la France Insoumise, qui nous dit donc « Emmanuel Macron envoie un navire d'appui médical au large de Gaza, capable d'accueillir 4 blessés, faute de personnel. Notre pays à nouveau ridiculisé par les politiques d'austérité consternant pour les populations civiles bombardées. » Et du coup, voilà, pour expliquer le contexte, effectivement, quand Emmanuel Macron s'était rendu donc en Israël il y a quelques temps, il avait annoncé que la France, dans un effort humanitaire extraordinaire, allait envoyer un navire médicalisé. Et il se trouve qu'il y a eu, c'est une information de France Info, je crois, qui nous révèle qu'effectivement, ce navire humanitaire est capable d'accueillir 4 personnes et qu'il ne le fait même pas aujourd'hui, il n'accueille personne. Donc il y a un nouveau navire là qui est en route pour en accueillir beaucoup plus, mais vous voyez, quand on parlait des effets de manche et des effets de communication, cette fois c'est consternant. Enfin, je sais pas si, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Lola? Qu'est-ce que je te sens consterné, Lola? Oui, complètement. Non, mais oui, c'est juste une espèce de communication pour apaiser l'opinion publique. Mais de toute façon, tu le sens que le gouvernement français, il a peur aussi de ce qui peut se passer sur son territoire. Enfin, l'interdiction des manifestations, elle est aussi directement liée à ça. Donc, il y a des tentatives d'apaisement par des effets de communication, mais en réalité, j'ai l'impression que personne n'est dupe, et en témoigne en tout cas les manifestations qu'il y a eu ces derniers jours et ces dernières semaines. Et il y a aussi un pointage très direct de la responsabilité du gouvernement français dans la situation qui, on le rappelle, dure depuis de très nombreuses années, qui ne s'est jamais montré à la hauteur des enjeux là-bas. Toi, Nina, ça te fait réagir ce bateau là? On est tous sauvés? Moi, j'ai pas de mots. J'ai plein de mots grossiers qui me viennent, donc je ne vais pas les exprimer. On ne veut pas se faire ban, s'il vous plaît. Voilà, exactement. Donc je vais peut-être, je vais m'abstenir de les formuler. Mais moi, je me demande de qui on se fiche, en fait. C'est ça. Genre, non, j'ai pas de mots. Honnêtement, j'ai pas de mots. Super effet d'annonce. 4 blessés en navire, d'accord, super. Faute de personnel, d'accord. Okay. Pour la défense de l'armée française, si je pensais jamais dire cette phrase un jour dans ma vie, il y a effectivement un autre bateau qui est parti de Marseille il y a quelques jours et qui a beaucoup plus de place à son bord. Mais en tout cas, pendant une semaine, il y a eu ce bateau avec pour accueillir 4 personnes et qui ne les a même pas accueillis. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Ouais, moi je me demandais, ils s'attendaient à quoi? Je vois la tentative de communication, mais j'ai vraiment pas de mots là. Ça, c'est le fameux truc où Macron, il est là, il dit à son cabinet oui, j'ai dit qu'il y aurait un bateau, alors je veux un bateau. Et tout le monde lui dit mais chef, c'est impossible, on n'a pas de bateau. Et du coup, il a dit allez, mettez-moi 4 lits, 4 lits dans un bateau, on dira qu'il y allait, c'est bon ou pas? Voilà, non, mais au pire, envoyez-moi avec un kayak, tu vois, genre, tant qu'à faire. Pas de problème, mais. On dirait que je pense que c'est peut-être un peu comme ça que ça s'est passé. Mais du coup, oui. Je rebondis. Lola, à ce que tu disais, tu disais qu'il y avait une crainte peut-être du gouvernement français d'avoir une opinion qui bascule un peu dans le pays. Puisque au lendemain du 7 octobre, il y a vraiment un couperet qui s'est un peu abattu. On a eu l'occasion d'en débattre au fil des semaines, d'en discuter ici. Un couperet qui était assez titanesque, quoi. Il y a eu une vague médiatique qui nous a dit vous devez condamner le Hamas. Je pense que tout le monde était plus ou moins d'accord, évidemment, eu égard aux atrocités, mais il y avait quelque chose de très violent, de oui, il faut dire que c'est des terroristes, et tatati et tatata. Il y avait quelque chose qui s'est vraiment imposé. Et on semblerait qu'au fil des semaines, ce soit beaucoup plus difficile que ça d'imposer l'Israël, en tout cas son armée et son gouvernement, évidemment pas ses habitants, et ses habitantes qui sont d'ailleurs pour beaucoup opposés à la guerre, comme étant les gentils de l'histoire. Parce que voilà, les narratifs comme ça, c'est toujours la même chose, il y a des gentils et des méchants. Il fallait que ce soit le Hamas les méchants et l'armée israélienne, le Tsahal, les gentils. Et il semblerait que ça se craquelle un peu. Toi, est-ce que tu ressens un basculement dans l'opinion en France? Oui, j'ai l'impression. Déjà, juste dans les réactions de la gauche, on l'a senti. Entre les 3 premières semaines après 7 octobre
la semaine dernière, on a vraiment eu un basculement et se sont rendu compte, les responsables de gauche, que la manière dont ils avaient réagi après le 7 octobre n'était pas forcément la meilleure et que il y avait qu'ils avaient une responsabilité en tout cas là-dessus. Avec tout ce qui s'est passé avec l'éclatement de la NUPES, etc., qui a été un prétexte, ce qu'a dit la France Insoumise après le 7 octobre pour faire avec la NUPES, mais c'est un débat. On sent qu'il y a vraiment en tout cas des nuances qui commencent à se créer, qui était moins le cas juste après le 7 octobre, où vraiment si tu, en gros, je résume, mais si tu soutenais le peuple palestinien, t'étais antisémite et l'inverse, bref, il y avait un peu un truc comme ça qui se... Oui, complètement. Et voilà, le débat se nuance un petit peu plus, en tout cas dans la population, mais c'est vrai qu'il y a eu des choses assez violentes juste après le 7 octobre. Quoi. Alors, pour rebondir un petit peu sur l'info que je viens de donner et puis la limitation incroyable que je vous ai faite de Macron et de son cabinet, je vous propose qu'on inaugure pour la première fois dans Minerva le grand jeu du dimanche. J'espère que j'aurai la force mentale de vous en proposer un tous les dimanches. Et n'hésitez pas à jouer avec nous dans le chat, vous pouvez y répondre pour jouer avec nous. Alors, il s'agit de deviner si les phrases que je vais vous dire, il y a 10 phrases, on va compter les points. Il y a 10 phrases. Ont été prononcées par Emmanuel Macron ou par OSS 117. Voilà par René Coty ? Non. Ok. Alors, je vous dis la première citation. Je crois au destin, je crois au hasard, je crois que les meilleurs amis sont les pires ennemis. Qui a dit ça ? Emmanuel Macron ou OSS 117 ? Ah, c'est dur, hein ? Ouais, c'est dur. Je pense que c'est Emmanuel Macron. Toi, tu votes Emmanuel Macron, Nina ? Ouais. Totalement son style grandiloquent. D'un autre côté, les deux, c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet, quoi. Donc, Ouais. Nico Demorand vote pour Micron aussi. Pour le contraste, je vais dire OSS 117. Bien, c'était OSS 117. Bravo Lola, tu gagnes un point. Évidemment que c'était OSS 117. Question numéro 2. Le temps de la colère est venu, le temps de la France aussi. Macron. Ah oui, totalement Macron, là. Totalement Macron ? Eh oui, c'était Macron, bravo. Vous gagnez toutes les deux un point. Nico Demorand dans le chat qui joue avec nous gagne un point, bien sûr. Mais par contre, j'aimerais savoir, quand il aura fini son mandat, est-ce qu'il va aussi nous traumatiser dans des pubs YouTube à base de je suis Emmanuel Macron et je lis pour vous le temps de la colère en exclusivité sur Audible. Parce que là, je dois m'insurger. Espérons que non. Non. D'ailleurs, je me suis toujours parmi de la semaine dernière où une des recommandations culturelles de Hugo, notre intervenant, était le temps des tempêtes. Non. Il a trop eu de la pub, voilà. je pense. Comment d'ailleurs dans le chat, ne critique pas le bouquin de Sarko, il est trop bien. Voilà. Alors, phrase numéro 3. Les poussins, ça a l'air mignon, mais ça finit par devenir des poules. Fabien Roussel. Même pas. OSS 117. Ouais, OSS. OSS 117, et non, c'était Emmanuel Macron. Non. Mais non. Mais alors, j'ai une grande question. Dans quel contexte ? Ouais, c'est ça. Dans quel contexte ? Alors, faudra demander à ChatGPT qui m'a beaucoup aidé pour écrire ce quiz, bien sûr. Mais c'est une vraie phrase, hein. Il y avait les sources et tout. Question numéro 4. Mon nom est Bébé Lion. OSS 117. OSS 117. Ah. On a deux OSS 117 et c'est bien OSS 117. Bravo. Ouais, quand même. Ouais, parce que sinon, il y aurait eu déjà des mèmes dessus avec la tête de Macron, mon nom est bébé. Je visualise les mèmes. Je pense qu'on l'aurait su. Eh oui, Nico Demorand s'est aussi trompé dans le chat qui avait voté pour Macron. Question numéro 5. Je suis un grand fauve et je vais le montrer. Ah, ça peut être Macron, en vrai. Il a ce côté un peu... Est-ce que ça peut être Macron avant qu'il soit président ? Ah oui, c'est Macron, sa vie, son œuvre. Hein. Oui, ok. Donc ça peut être Macron.
Ouais, je pense que ça peut être Macron. Mais belle question, Lola. Je tente un Macron, là, à la lumière de ces éléments. Exact. Ah, bah, bien joué. C'était bien Emmanuel Macron. Nico Demorand aussi a eu bon dans le chat. Celle-là, elle est vraiment pas mal. L'intelligence, c'est comme les parachutes. Quand on n'en a pas, on s'écrase. Ouais, c'est 117. Ouais, c'est 117-17. Et non, c'était évidemment Emmanuel Macron. On est gouverné par qui, en fait? En tout cas, il a un problème avec les métaphores. Hein. Oui, il aime bien. Il aime bien les métaphores. Question suivante. La seule chose que nous ayons à craindre, c'est la peur elle-même. Oh, Macron. Ah ouais, mais... Apparemment, c'est Pierre Desproges, nous dit Nicolas Demorand. Ah, peut-être que c'est Pierre Desproges que Macron aurait repris pour lui-même. Ça fait sens. Donc la seule chose que nous ayons à craindre, c'est la peur elle-même. Ah, il y a moyen qu'il ait dit ça en plus, un peu genre en contexte Covid, genre, tu sais, où il fallait chevaucher le tigre et tout ça. Nous sommes en guerre, tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais, un petit Macron, là. Macron pour Nina. Lola. Macron aussi, ouais. Et oui, c'était bien Emmanuel Macron, bravo. Incroyable. Et toutes les deux un point. Je crois que vous êtes à égalité, là. Alors, la prochaine question. Je préfère la qualité à la quantité. C'est pourquoi vous êtes la bienvenue. Ah ouais, c'est 117. C'est bien, ouais. C'était bien, oui, c'est 117. Bravo. Ouais, là, ça sent... vous avez sur la piste. Ouais, c'est ça. C'était avec l'Armina, je crois bien, effectivement. Question 9. Ah oui, pardon, c'est la 9e citation. Il y a une chose que j'aime encore plus que la France, c'est la République. Elle est dure celle-là, hein. Les deux. Moi, je dis question piège, c'est les deux. Ouais, moi je dirais... Ah putain, j'allais dire OSS 117 là, mais là, j'ai envie de copier Lola un peu. Je suis dans la tourmente. Je vais partir sur... Ouais, non, Oh là là, mais Lola, je vais te copier. Hein. Vous votez toutes les deux pour Emmanuel Macron? Pour les deux. Les deux. Non, c'était Emmanuel Macron. J'aurais dû penser à créer un les deux, ça aurait été vraiment trop drôle, mais non. C'est ça. Du coup, la dernière, tout va jouer parce que je crois que vous êtes à égalité. Les règles, c'est fait pour les gens qui ont peur de se tromper. Ouais, c'est... Ok. Alors, j'hésite entre un. Soit c'est OSS, soit c'est un Macron d'avant. Tu sais, Macron Rothschild un peu là, ou Macron en campagne. Macron. C'était OSS 117. Je crois que c'est Lola qui a gagné cet incroyable jeu du dimanche. Allez, bravo Lola. Écoutez, bravo. J'ai beaucoup vu OSS dans mon enfance, donc peut-être que mon inconscient a joué. Voilà, donc j'essaierai de vous faire le petit jeu du dimanche tous les dimanches, du coup, évidemment. C'est un super jeu, en tout cas. Heureusement que le chat GPT existe. Bravo Lola, effectivement. Alors, prenons un sujet peut-être un peu plus sérieux, puisque... alors, on l'avait promis la semaine dernière, on n'avait pas eu le temps d'en parler, figurez-vous. C'est que, suite, vous savez, alors nous, on avait dit qu'on allait appeler ça des révoltes urbaines, qui ont eu lieu en juin dernier. Notre exécutif a beaucoup réfléchi tout l'été, ils ont concerté, ils ont fait toutes sortes de choses, ça a été formidable. Et notre chère première ministre Elisabeth Borne a enfin des réponses à apporter à la fracture terrible qui mine notre pays. Et je vais vous faire une liste rapide des annonces, mais arrêtez-moi si vous en avez une qui sur laquelle vous avez envie de réagir un peu plus particulièrement. Alors, il y a l'idée de placer les jeunes délinquants de manière obligatoire dans des unités éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse. Et envisager un encadrement des jeunes délinquants par des militaires. Premier point. Deuxième point. Ah, moi je veux bien réagir du coup. Allez, vas-y.
Je veux bien réagir là-dessus. Alors, quid des vieux délinquants? Parce que Balkany est guéri de son occlusion intestinale. Va-t-il pouvoir bénéficier du dispositif? Ben, ça n'est pas dit par la première ministre, mais peut-être, on l'espère. C'est un peu de l'agisme quand même. Surtout qu'il y a quelqu'un qui a gagné à l'euro-million à Levallois-Perret et que tout le monde s'est dit « Oulala, c'est encore un coup des deux, C'est vrai. des deux affreux. » Mais ça ressemble beaucoup à SNU, hein, non? L'encadrement de jeunes par des militaires. Ben oui, ça Un peu ressemble sur aussi le même au projet, SNU. quoi. Ça ressemble à ça. Il y a aussi l'idée d'organiser des stages de responsabilité parentale ou des peines de travaux d'intérêt général des parents qui se soustrairaient à leurs devoirs éducatifs. Et donc que les parents des enfants qui font des bêtises, qui sont soi-disant voilà, dans la bouche de la première ministre des délinquants, que les parents payent pour les dégâts. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous semble une excellente idée? On a aussi, le gouvernement veut donner la possibilité aux polices municipales d'accomplir certains actes de police judiciaire sous le contrôle du parquet. Donc ça, en général, ça veut dire le pouvoir d'enquête. Donc en gros, de savoir si les gens sont fichés S, pas fichés S, d'avoir accès au dossier des personnes, ce qui n'a pas le pouvoir de la police municipale aujourd'hui. Il y a aussi l'idée de créer des suspensions de compte de 6 mois pour les gens qui, disons, viendraient un peu alimenter sur les réseaux sociaux les envies de casser. Alors là, ça fait évidemment référence au rôle de Snapchat dans les révoltes urbaines, où effectivement il y avait un peu la surenchère de qui a la vidéo la plus incroyable ou la plus rigolote et qu'on donnait beaucoup envie d'aller participer. Et enfin, bon, il y a 100 millions d'euros qui vont être débloqués. Mais voilà, alors est-ce que cet angle de réponse pour finalement résorber cette fracture sociale vous semble être la bonne? Non. Non. Voilà. Ah, mais non, déjà... Vas-y, Nina. Je vais être rapide alors. En plus, aucune n'est bonne, mais alors la dernière, comment dire, tous les 5 ans, t'as un nouveau réseau social parce que les gens ne veulent pas être sur le même réseau que leurs parents. Donc, à un moment donné, tu vas supprimer les comptes de qui? Les comptes sur quel réseau? Genre, excusez-moi les copains, mais je pense que si ça c'est une idée, je pense d'une bref, je pense que les gens qui ont eu cette idée, sont un peu dépassés, en vrai. Donc 100 millions d'euros, franchement, honnêtement, on fait autre chose avec ça. Ah non, les 100 millions d'euros, c'était pour réparer, enfin c'était pour les bâtiments en fait détruits qui vont filer 100 millions d'euros. Voilà, c'était pas 100 millions d'euros pour suspendre les comptes, ça je sais pas comment ça marche. Ah ouais, j'ai eu peur, ça. Bon, ça reste aussi con de vouloir juste suspendre les comptes. Ça c'est complètement débile, honnêtement. Genre, là, je veux dire, enfin, je sais pas, je tombe des nues. Je tombe des nues. Tu peux te recréer un compte dans la foulée, hein. Mais oui. Mais en plus, si tu réfléchis un peu juste stratégiquement, là, c'est juste des propositions qui s'attaquent à un problème qui a déjà eu lieu. Enfin, un problème, vous entendez. Hein. Et il n'y a aucune proposition pour juste éviter que des gamins se fassent tuer par des flics qui font joujou avec leurs armes. Oui. Ouais, c'est que le problème initial a complètement été éludé, en fait, t'as raison. Oui, c'est ça. Le problème initial, ça vient quand même on le rappelle, hein, de Naël qui était dans sa voiture et qui s'est pris une balle dans la tête de manière complètement gratuite par un policier assermenté. Et donc voilà, c'est un peu... Vas-y, pardon, excuse-moi. Bah non, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la Palestine, c'est juste des effets d'annonce. Elle a mis 2-3 mois pour pondre 5 propositions un peu lunaires. C'est histoire de dire on propose des choses et on met de l'argent, sauf que c'est de l'argent qui va être foutu en l'air et qui répond à aucun problème qui est posé en réalité dans ces situations-là, quoi. Ouais, puis c'est super insultant. Genre, en fait, non seulement la problématique de départ est complètement dévoyée, mais en plus, on répond en infantilisant les gens. Genre, je vais te suspendre ton compte sur ton réseau, tes parents ils t'ont mal élevé, je vais te mettre en camp de redressement, etc., etc. Bon, enfin,
bon, ça fait très boomer et gris tout ça, en vrai, comme mesure, mais c'est surtout, enfin, au-delà du ridicule, c'est juste, enfin, comment est-ce qu'on veut que ça se passe bien? C'est quoi le projet? C'est d'insulter les gens en disant que si tu pètes un boulon, c'est parce que t'as pas été bien élevé. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression de me retrouver à une réunion d'anciens combattants. Là. Ouais, il y a quelque chose de très vieille France. Très. Ouais, c'est exactement ça. Rentrer dans l'ordre et l'ordre social. Hein, et si vous le faites pas, on va vous encadrer par des militaires ou voilà, des stages éducatifs, je sais pas quoi. Et puis derrière, c'est quoi le projet, genre pour vivre dans une société qui est en paix avec elle-même? C'est genre on va briser ce qu'on considère comme déviant jusqu'à ce qu'ils rentrent bien dans le rang, qu'ils soient coupés bien court, dégagés derrière les oreilles, et puis que, enfin, je vois pas vraiment, je vois pas le projet. J'ai l'impression que c'est une série de mesures qui ont été un peu pondues par, je pense que vous connaissez tous un peu ce genre de personnage, tu sais, qui a peur à peu près de tout alors qu'il vit dans une petite localité très très tranquille et qui a vu qui a vu Marine Le Pen parler à la télé et puis depuis il a peur d'être grand remplacé, d'être soumis à la délinquance juvénile, etc. Enfin, genre en fait c'est déconnecté, c'est insultant, je sais pas, ils ont du temps à perdre. Non, mais en fait, c'est un peu ce que tu as dit pour agir, c'est que on dirait que toutes les politiques qui sont mises en place, ça vise à répondre à un problème en général, normalement. Et là, le problème, on sent bien que c'est pas l'émancipation de la jeunesse, c'est pas sa construction pleine et entière, heureuse, qui puisse découvrir de nouveaux horizons, je sais pas quoi. Non, c'est vraiment, on considère que la jeunesse, comme tu l'as dit, Nina, elle est déviante. Et elle est déviante, et à partir du moment où elle est déviante, il faut la faire rentrer dans le rang. Et quand on veut la faire rentrer dans le rang, bah, c'est par la force. C'est pas en étant sympa. Et du coup, pour moi, ça correspond complètement au projet du SNU, donc le service national universel, qui est en fait exactement le même truc, de faire saluer le drapeau à des jeunes, d'essayer de conformer finalement leur comportement, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, leurs comportements sont anormaux, et ils sont dangereux pour la société française. En plus, vous vous rendez compte, les jeunes, ils votent à gauche, ils sont préoccupés par le climat, ils sont préoccupés par les questions de discrimination, d'égalité entre les genres. Vous vous rendez compte, c'est vraiment une jeunesse complètement déviante. En plus, j'en ai déjà vu quelqu'un avec des cheveux roses, vous vous rendez compte de cette horreur? Et ça va, tu l'as référé aux autorités? J'en ai parlé à mon commissaire. On est plus en sécurité. Hein. Non, mais c'est un petit peu rigolo, mais je pense vraiment que la porte d'entrée de ces gens-là, quand ils pensent répondre à des problèmes, aux problèmes de la jeunesse, parce que là, il se trouve que c'est une politique de jeunesse, hein, qu'on le veuille ou non, c'est toujours par l'angle de conformer les comportements à eux, ce qu'ils attendent. Et en fait, ce qu'ils attendent, c'était d'une espèce de jeunesse qui n'a jamais existé avant mai 68, quoi. Ouais, et en fait, moi, ça m'interroge vachement sur, en fait, comment nos dirigeants, en fait, se considèrent. Parce que là, ils sont en train de se considérer comme des gens qui doivent, genre, avec cette série de mesures, par tous les moyens possibles et imaginables, genre, mater une population pour qu'elle corresponde à leur vision de ce que devrait être notre société, etc. Et en fait, pas du tout d'être au service de la population. C'est assez inquiétant parce que il y a des gouvernements, même des fois de tous bords politiques, qui, avec des mesures propres à leur idéologie, leur mode de pensée, identifient un problème et cherchent des solutions. Mais là, en fait, on a totalement dépassé. Là, c'est pas juste une question de ils sont de droite, c'est en fait, ils cherchent à mettre au pas la population, à modeler des esprits, à modeler des corps, des pratiques, tout. Enfin, c'est vraiment super inquiétant. C'est un peu, tu sais, jusqu'avant, tu sais, je me posais la question, je me disais, bah, c'est marrant quand même que les forces de l'ordre, en fait, sont capables pour certains corps d'une violence super débridée. On est vachement à rebours de la devise la protéger et servir. Et en fait, là maintenant, c'est plus que les gens qui ont des matraques, là, c'est genre à peu près tout le monde qui a du pouvoir. Je trouve ça vraiment inquiétant. Surveiller et punir, finalement. Exactement. Quoi, Lola, ça te fait rêver ce petit monde en uniforme Tous les soirs.
Mais ce que dit par exemple Hugo dans le chat, c'est déjà incroyable que le ministre de l'Intérieur n'ait pas démissionné à cause de la mort de Naël, et en plus il se permet de dire que c'est de la faute des banlieues. Moi, ça m'a marqué après le mort de Naël, en tout cas que la gauche ne s'empare pas de cette question de la démission de Darmanin de manière très directe et frontale, quoi. Parce que moi, c'était juste une revendication hyper déjà nécessaire. En effet, dans n'importe quel autre pays, quand tu as un gamin qui meurt parce qu'un policier a joué avec son arme, il démissionne en fait. Enfin, c'est un principe assez basique. Là, qu'il ne l'ait pas fait, après tout ce qu'il a dit après le mort de Naël, c'était assez violent. Et un deuxième truc qui m'a marqué, c'est la question des comparutions immédiates. Là, c'est même pas de l'immédiateté, hein, c'est carrément furtif. Donc en fait, il y a eu beaucoup de procès suite au cassage qu'il y a eu devant différents magasins, etc. Et dans beaucoup de cas, en fait, tu as des gens qui juste ont eu des comparutions de 1 minute où ils ont pris de la prison ferme. Ouais, je crois qu'il y a plus de 3000 personnes, je n'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois qu'il y a plus de 3000 personnes qui ont pris du ferme. C'est ça, genre de la prison ferme, c'est quelque chose d'extrêmement violent déjà. Parfois même, ça n'excuse pas le fait de mettre en prison des gens qui ont cassé, bref. Mais des fois même, alors qu'ils ont juste ramassé une pomme ou un paquet de pâtes devant un magasin plusieurs heures après le casse. Enfin, c'est vraiment... j'ai même pas les mots pour dire, mais c'est vraiment... c'est indigne de faire ce genre de choses. C'est un grand manquement à la justice et à ce qu'elle doit être. Et c'est vraiment d'une extrême violence. On n'en a pas beaucoup parlé, je trouve, par rapport à ce que ça implique sur la vie de beaucoup de jeunes dans ce cas-là. Et donc vraiment, en fait, là, les seules solutions qu'on leur donne, c'est soit d'aller en prison, soit de se faire redresser par l'armée, quoi. Enfin, c'est vraiment... c'est d'une grande violence. On rappelle que quand vous êtes incarcéré en France, par exemple, vous avez donc un casier judiciaire, vous ne pouvez plus accéder à tous les métiers du fonctionnariat. Il y a quand même beaucoup de métiers, hein. C'est la fonction publique territoriale, c'est les profs, c'est les policiers, tout ce que vous voulez. Et souvent, c'est très difficile de retrouver un emploi, hein, parce que c'est signalé à votre employeur que vous avez été de la prison. Donc c'est des vies qui vont être brisées. Et bien souvent, c'est ce qui est dénoncé par énormément de personnes très intelligentes qui s'y intéressent et qui poursuivent ça, c'est que ça fait s'engager dans une carrière criminelle quasiment par défaut. Puisque la société nous rejette, eh ben, en fait, on n'a plus d'autre choix que pour survivre et gagner sa route, bien souvent, que de se tourner vers une carrière qui est celle du crime. Organiser, voilà, du deal, etc. Mais c'est une tragique. C'est extrêmement tragique de voir ces 3000 personnes qui, manifestement, vont avoir de grandes difficultés dans leur vie, quoi. Totalement. Et d'ailleurs, je me permets de rebondir sur Darmanin. Évidemment, nos révolutions, vous pouvez le voir sur notre vieux parti pris, on avait appelé à la démission de Darmanin, parce que pour nous, était la condition nécessaire à la résolution de la fracture sociale était la démission de Darmanin. Ça nous paraissait évident. On rappelle d'ailleurs que Éric Dupond-Moretti, là, le ministre de la Justice, va passer devant les tribunaux et sans pour autant lui-même démissionner, parce qu'il parle dans une sorte de conflit d'intérêts, je crois. Mais en tout cas, voilà, il est mis en examen, il va être jugé, et donc les services qui dépendent de son ministère vont devoir le juger. Voilà. Et le gouvernement se refuse Emmanuel Macron en l'occurrence se refuse à le faire démissionner. Donc voilà. Est-ce que vous avez un peu des idées, un peu des préconisations ou peut-être des idées à lancer un petit peu comme ça à la cantonade, en tout cas peut-être ça peut générer le débat. Je me permets juste avant de vous laisser la parole de lire ce que nous dit Nico Demant, parce c'est intéressant. L'objectif est de mater la jeunesse et de faire plaisir à l'électorat plus âgé qui vote à droite. De toute façon, les jeunes ne votent pas, ou comme je disais tout à l'heure, ils votent plutôt à gauche. Pourquoi s'embêter à faire semblant? Et c'est vrai que ça répond à une sorte de cynisme assez terrible, quoi. En fait, vu que c'est pas notre clientèle électorale, on va satisfaire notre vraie clientèle électorale, celle qui vote pour nous, en essayant de les mater. Mais oui, du coup, est-ce que vous avez des idées à proposer ou des pistes de réflexion, de débat à lancer? Pour la jeunesse, comment on aurait pu résoudre cette fracture? Je pense déjà, de manière très large, et après, peut-être plus, je vais là dans le détail, mais en fait, faudrait déjà se rendre compte que
beaucoup de mesures qui sont prises par le gouvernement est en train de boucher beaucoup de voies d'avenir, genre pour la jeunesse, mais genre de tous horizons. Le fait qu'il y a un désinvestissement massif dans les structures éducatives, il y a une crise en fait dans tous les établissements scolaires de financement, de manque d'enseignants parce que on les rémunère pas assez, qu'il y a des filières qui ferment, universitaires aussi. Déjà, que ce soit dans le professionnel ou au niveau universitaire, faut qu'on se dise, on a désindustrialisé notre pays. On a essayé de miser sur la tertiarisation, sur des professions de plus en plus qualifiées. Pourtant, on empêche les gens d'y accéder, d'accéder à des diplomations, que ce soit parce que la vie coûte de plus en plus cher et que l'on sait, quand on travaille en même temps d'étudier, on a beaucoup moins de chances de réussir. Donc déjà, il y a tout un tas de voies qui sont fermées à tout le monde. Ensuite, dans le professionnel, c'était bien marrant de se dire les BEP vont devenir des bacs pro, etc., genre pour une histoire de statistiques, mais est-ce qu'on a agi sur les faits que les gens puissent accéder à ce genre de formation, qu'elle soit bien considérée, qu'elle soit bien encadrée, que chacun puisse trouver un stage, etc., etc. En fait, si tu considères que dans la société dans laquelle on vit, si t'as pas d'emploi stable, il y a plein de choses qui te sont fermées, un logement, l'accès aux loisirs, en fait, l'accès à un statut social, parce que c'est vraiment pas marrant d'être chômeur longue durée, en fait. C'est vraiment pas marrant de pas avoir de qualification, d'aller faire des missions d'intérim, etc. Genre, c'est pas une vie que on souhaite à des gens. Puis c'est encore moins marrant d'être chômeur en longue durée quand Pôle emploi devient genre le panoptique là où t'es surveillé quoi que tu fasses. France Travail n'arrange pas les choses. En fait, faut se poser la question. Il faut investir dans la formation, l'accès au logement aussi, parce que moi ils me font vraiment marrer ceux qui disent à mon époque, j'avais mon propre logement, j'étais partie de chez mes parents. Ben ouais, Jean-Michel, ta maison, elle t'a coûté 200 000 francs. Là, n'importe quel logement coûte beaucoup plus cher. Là, tous les jeunes, en fait, donnent de l'argent tous les mois pour payer le prêt de leur propriétaire, de l'argent qu'on reverra jamais. C'est ça qui se passe. T'as plein de problématiques qui agissent. Donc, je pense qu'il faut un truc, genre, faudrait un truc presque interministériel de bon sens, de dire, voilà, il faut investir dans la formation, faut faire en sorte que les jeunes puissent avoir accès à un logement. Faut peut-être aussi arrêter de criminaliser tout un chacun dès qu'on fait un pet de travers ou qu'il y a des cheveux roses. Et en fait, réfléchir un peu à qu'est-ce que c'est l'avenir. Parce que c'est bien beau, oui, de réfléchir à comment on va pouvoir satisfaire notre électorat âgé qui vote à droite, comme disait notre cher Nico dans le chat. Mais en fait, là, à un moment donné, on n'est plus dans une table au café. C'est la réalité. Donc, ouais. En gros, il faut tout changer. C'est assez simple. On base et on refait. Tu veux dire qu'il faut changer la société ? J'osais pas le dire parce que je savais pas comment ça allait être perçu. C'est vrai que, voilà. Alors, le problème, c'est quoi ? C'est les boomers ou c'est quoi ? C'est les boomers de droite. Non, mais au-delà de la blague, je pense c'est que je pense qu'il y a je pense qu'on met pas, les priorités sont clairement pas mises au bon endroit. Et encore une fois, ça va avec ce que je disais tout à l'heure on cherche à mater une jeunesse plutôt que se dire comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on puisse vivre bien tranquillement, quoi. Donc je pense qu'il y a un petit problème. Nico nous dit que tu as raison. Des voleurs, les proprios, tu as bien raison. Et changer le monde, il est très bien comme il est le monde. Bon, là, c'était le SS 117 dans le texte, il n'y a même pas de quiz. Il est encore dans le jeu. On rappelle évidemment que la propriété, c'est le vol. Oui. Et toi, Lola, est-ce que voilà, lutte des classes, lutte des générations, non Ouais, je suis assez d'accord avec ce que dit Nina. Bon, comme toute personne de gauche, je crois en service public. Et bon, j'espère. Et non, oui, je pense que je vais juste répéter ce qu'a dit Nina de manière beaucoup plus métaphorique que moi. Mais il faut réinvestir, faut juste faut remettre des priorités au bon endroit, il faut réinvestir dans le service public, dans l'école, dans l'université, dans l'accès à la culture, au sport, à l'émancipation pour les jeunes, parce que c'est ça qui se joue actuellement, c'est que déjà
on se projette dans un avenir assez incertain, quoi. Bon, moi, je commence à être un peu vieille, mais bon, pas vraiment, mais aussi les gens qui sont aujourd'hui au lycée ou qui rentrent à l'université. Donc déjà, voilà, on arrive dans un monde un peu compliqué, et si en plus derrière pour essayer de s'en sortir, on n'a pas de moyens d'émancipation, c'est très compliqué. Donc je pense qu'il y a ces curseurs-là à remettre au bon endroit. Yes. Mais bon, c'est une question. On pourrait en parler des heures. Ah, sans aucun doute. Je propose un plan très simple. Abattre le capitalisme, goûter. Ouais. Et ensuite, loisir émancipateur. Mercredi prochain. Allez, le rendez-vous est pris. Et ça fera au moins une émission de Minerva où on sera pas un petit peu en déprime à dire que le fascisme monte de partout et que tout va mal dans le monde. On sera très content d'avoir fait ce goûter révolutionnaire. Exact. Pour passer sur un sujet, voilà, quand même intéressant. Alors, il y a eu encore un 49.3. Alors, je crois que c'était hier ou aujourd'hui. Je suis un petit peu perdu parce qu'il y en a un petit peu tout le temps. Qui nous a fait voter qui va imposer, le vote, l'adoption donc du budget de la sécurité sociale, adopté donc sans vote à l'Assemblée nationale après le rejet d'une motion de censure de la LFI. Donc, c'était hier. Alors, j'ai eu du mal à trouver le nom sérieusement. Si peut-être Nicolas Demorand qui a l'habitude, Nico Demorand dans le chat qui a l'habitude de faire ça sera plus efficace que moi, mais j'ai eu du mal à trouver le nombre d'utilisations de l'article 49.3 depuis l'élection de Macron. Mais voilà, comme dirait l'autre, ça fait un peu beaucoup là, non puisque ça se répète, l'histoire se répète en permanence, notamment le vote des retraites, on s'en souvient, énormément d'événements. Alors, est-ce que, la question que j'avais envie de vous poser, et peut-être aussi je la pose au chat, est-ce que c'est la fin assumée du rôle du Parlement dans ce pays ? Bonne question. Non, mais ce qui est sûr, c'est que on voit bien que la situation de non-majorité absolue dans laquelle se trouve le parti présidentiel les gêne un petit peu. Puisque l'utilisation abusive de ce 49.3 beaucoup plus depuis ce nouveau quinquennat que le précédent, où il y en avait déjà eu un certain nombre, notamment pour la loi travail, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'était Emmanuel Valls. Oui, c'était encore avant, pardon. Oui, je me perds dans les élections. Mais c'était sous Hollande, pardon. Mais bon, ça n'empêche pas, ça change pas trop ce que je veux dire. Mais oui, on sent bien qu'en tout cas, Elisabeth Borne et Macron sont un petit peu gênés par cette situation où ils n'ont pas la majorité absolue, donc ils ne peuvent pas passer toutes les lois comme ils l'entendent, et qu'il y a vraiment une volonté d'écraser toute forme de débat. Et ce qu'on voit aussi, c'est que c'est sur tous les sujets, quoi. C'est pas sur une loi spécifique qu'ils veulent absolument faire passer, c'est vraiment sur... là, c'est sur le budget de la sécurité sociale. C'est le vote du budget, en fait. Il y en a eu d'autres parce que c'était le vote du budget, ce qui est le gros vote politique de l'année, quoi. Mais ça se démultiplie sur tout le budget. Le fait que ce soit sur le budget, c'est encore plus frappant, quoi. C'est quand même un débat extrêmement important pour le pays. C'est pas n'importe quoi le vote du budget, et si en effet le budget n'est pas voté, le gouvernement se retrouve un peu dans la merde. Et ça, c'est une situation qu'il n'a pas envie de... 15 fois le 49.3. Ah, merci, un vrai journaliste, vrai journaliste dans le chat. Qu'il n'a pas envie à laquelle il n'a pas envie d'être confronté, en tout cas. Et en tout cas, ça pose un vrai problème démocratique. Je ne sais pas si c'est la fin du Parlement, mais ça pose en effet un vrai problème de démocratie pour les gens qu'on a élus. Ouais, ça, moi je dirais que c'est pareil, que c'est pas la fin, mais que c'est vraiment un bâillonnement un peu trop récurrent au final. C'est beaucoup plus facile. En fait, le fait que ce soit censé être une disposition exceptionnelle, et là c'est devenu une méthode de gouvernement. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ouais, Nico Demorand rappelle que Rocard l'a utilisé 28 fois entre 88 et 91. Après, je suis pas sûr qu'on puisse prendre Michel Rocard comme
mettons un exemple absolu, et c'était dans une situation de cohabitation. Or, ce n'est pas vraiment... voilà, c'était une situation de cohabitation, c'est-à-dire que le président de l'époque n'était pas, avec pour Premier ministre, quelqu'un qui n'était pas de son parti. C'est ça une situation de cohabitation. Ce qu'on a failli connaître d'ailleurs pendant cette mandature, chose qui est presque rendue impossible par le fait qu'on soit passé du septennat, donc une durée de 7 ans pour l'élection d'un gouvernement, à 5 ans. Ce qui fait que les élections législatives ont lieu tous les 5 ans en même temps que l'élection présidentielle, et sauf cas exceptionnel comme on l'a vécu en 2022, normalement le Parlement est du côté donc de la majorité qui gouverne. Donc là c'est un cas exceptionnel d'utilisation répétée du 49.3. Valls l'avait utilisé à l'époque de la loi travail, précisément parce qu'il y avait une partie de ses députés qui trouvaient que le gouvernement avait pris un parti trop à droite, c'est ce qu'on avait appelé les frondeurs à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il avait dû l'utiliser, c'est qu'il n'avait plus la majorité à l'Assemblée. Mais du coup, si on n'a plus la majorité à l'Assemblée et qu'on a un outil qui nous permet de passer outre leur volonté, finalement, enfin voilà, moi c'était la question que je voulais vous poser, c'est que finalement on a l'impression que le Parlement il sert plus à rien. Il est une chambre d'enregistrement des volontés gouvernementales et c'est très inquiétant. Oui, complètement. Dans un cadre démocratique. Et surtout que ça entérine des pratiques là qui du coup on peut se dire vont devenir complètement habituelles. Et donc voilà, est-ce que vous avez une solution à ça? Ce serait quoi la solution? La révolution et le goûter mercredi prochain. Ouais. Allez, ça. Totalement. Allez, je ferai des petites boules à la coco là. Au four, ça va être incroyable. Mais ouais, en fait, la solution idéale, ce serait de réussir à pouvoir les dégager. Mais encore faut-il que on puisse avoir une alternative majoritaire pour les remplacer. C'est ça aussi la grande question. Parce que bon, les dégager c'est une chose ensuite, mais le problème des chaises de pouvoir, c'est que elles ont horreur de n'avoir personne dessus. Ah, et puis là, pour faire passer une motion de censure aujourd'hui au Parlement tel qu'il est constitué, il faudrait qu'il y ait une alliance objective, parce que pour avoir le nombre de députés nécessaires, entre la droite, l'extrême droite et la France Insoumise, ce qui paraît peu probable. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il faudrait qu'une partie des macronistes fasse leur repentir. Et fasse leur repentir et nous disent non, on est allé trop loin. Non, mais je vais... Vas-y, c'est un petit peu vu en fin de... C'est un peu vu en fin de quinquennat, du quinquennat précédent de Macron. En tout cas, des députés macronistes qui basculent soit plus à droite, soit plus à gauche. Enfin, c'était un petit peu... Oui, bien sûr. Il y a eu Cédric Villani notamment, il y a eu un dont j'ai oublié le nom qui est devenu écolo. Là, apparemment, ça se fracture un petit peu au sein de leur majorité. Mais pardon, vas-y, Nina. C'était juste pour vous raconter une anecdote un petit peu rigolote avec ce sujet sur les revirements, c'est que lors de l'élection la première élection d'Emmanuel Macron, comme c'était pas un parti vraiment constitué, il y avait un peu un appel à la candidature sans grande vérification des antécédents pour des sièges de députés En Marche. Et des camarades de ma connaissance que je ne dénoncerai pas avaient eu ce projet fou que malheureusement ils n'ont pas réussi à mener jusqu'au bout. C'était de se présenter sous l'étiquette La République En Marche, de se faire élire parce qu'ils savaient qu'ils allaient réussir au vu de leur circonscription. Et puis en fait de faire un petit hop là, de se la faire à l'envers et une fois arrivé dans l'hémicycle de changer de groupe. Et moi je trouvais ça incroyablement drôle. Exactement. Il y a peut-être quelque chose à penser, Albert Dupontel vient de faire un film sur un peu ça, qui s'appelle Second Tour. Et c'est un gars qui est issu d'une famille bourgeoise, etc. Un peu un Macron, pour la résumer en gros, mais qui a lui un projet beaucoup plus progressiste, mais qui porte les positions de son parti, très conservateur, etc. Mais qui a en tête, en fait, une fois qu'il est au moment où il se fait élire, de porter ce projet plus progressiste. Et du coup, son équipe de campagne se rend compte de son projet et fait tout pour l'éliminer. Ah, oui, voilà. C'est en ce moment au cinéma d'ailleurs. C'est en ce moment au cinéma, tout à fait. Mais on en parlera dans quelques instants parce que j'ai un dernier petit sujet à vous proposer qui est voilà, dans cet océan de tristesse, de complexité, on va un petit peu vers le fascisme. Il y a eu une petite bonne nouvelle. J'espère que
cas on la considère tous comme une bonne nouvelle, puisque le 29 octobre 2023, notre cher Emmanuel Macron, chef de l'État, a annoncé la présentation au Conseil des ministres, d'ici fin 2023, on espère qu'il va vraiment le faire évidemment, d'un projet de loi qui inscrira dans la Constitution la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Donc c'était une revendication historique importante, notamment qui avait été portée par les députés et les sénateurs communistes, d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution pour le rendre, on va dire, inatteignable, en tout cas de manière beaucoup plus difficile, voilà, qu'on ne puisse pas, revenir dessus. Donc c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que c'est suffisant? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est en effet une bonne nouvelle sur le principe, quoi. Comme tu l'as rappelé, c'est une proposition, c'est un combat de longue date des députés, sénateurs et sénatrices communistes. Mais si derrière, ça ne s'accompagne pas de... En fait, il faut savoir aujourd'hui que l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, elle est extrêmement difficile en France. C'est-à-dire qu'il y a des régions entières où tu ne peux pas avoir accès à l'IVG. Si tu en as besoin, parce que, comme dit Hugo, les hôpitaux et les centres d'IVG qui les pratiquent, ils sont en train de fermer. Les médecins ne sont pas assez formés sur la pratique de l'IVG, c'est pas un truc systématique, donc il y a une perte de qualification en fait juste de la pratique de l'acte médical. Il y a un manque, il y a un manque de personnel. Il y a le cas de la clause de conscience, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, en tout cas des médecins qui ont le choix de refuser de pratiquer des IVG. Donc oui, c'est d'une grande hypocrisie si derrière, en fait, il n'y a pas les moyens qui sont mis pour que juste cet accès il soit effectif. Parce que le fait de devoir te déplacer, de changer de région quand tu as un temps limité d'un certain nombre de semaines pour pouvoir... faire ton choix, voilà, plein de choses, ça empêche vraiment l'accès à ce soin. Et c'est une réelle problématique. Donc oui, c'est une hypocrisie, c'est juste de l'affichage encore une fois. C'est Nina peut-être. En fait, autant, moi je suis jamais contre le fait qu'on mette un petit cran de protection sur des droits des femmes qui sont menacés à travers le monde. Donc ça, rien que ça déjà, je suis contente. On m'avait habituée à bien pire de la part de ce gouvernement, mais c'est vrai que moi il y a un des trucs qui me choque vraiment le plus, c'est cette histoire de clause de conscience, parce que en fait, c'est de mémoire, là, il y a deux choses qui me viennent en tête. C'est un professionnel ou un élu, dans le deuxième cas que je vais mentionner, il a le droit de faire jouer dans sa conscience, mais seulement quand c'est le droit des femmes ou le droit des LGBT, par exemple, dans le mariage pour tous, où des maires des adjoints aux maires peuvent refuser de marier des couples homosexuels. Et en fait, ça me fatigue vraiment, parce que il y a vraiment que là que ça s'applique. Un neurochirurgien, il va pas pouvoir dire je refuse d'opérer de 13 à 14 heures parce que ma conscience me l'interdit. Par contre, en fait, on a le droit de ne pas appliquer des choses quand ça concerne le droit des femmes à disposer de leur corps, le droit d'égalité. Et en vrai, je pense que d'avoir des droits sous condition, je trouve ça vraiment insultant. C'est vraiment horrible. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être s'attaquer à ça aussi. Et après, je me pose aussi la question même si c'est constitutionnalisé, en fait, mettons que on est en théorie, par exemple, le droit du coup d'avoir recours à des avortements. Oui, un praticien qui refuse, mais c'est comme pour d'autres choses qui touchent au droit reproductif des femmes, comme genre les ligatures des trompes, mettons, il est obligé de te référer à un autre professionnel. Mais si tu as 16 ans, tu habites au fin fond d'un département vraiment très peu peuplé, tu n'as pas moyen de locomotion, déjà tu as galéré à prendre un bus qui passe 2 fois dans la journée pour te rendre à la ville la plus proche, et on te dit on peut te référer, mais à 60 km, genre, est-ce que je peux vraiment exercer ton droit? Enfin, je trouve que c'est vraiment... c'est très bien qu'on agisse dans le sens de, oui, si c'est dans la Constitution, ça va être beaucoup plus difficile pour un gouvernement qui est officiellement opposé aux droits des femmes de pouvoir le péter. Mais c'est vrai que, en fait, les effets de langage, c'est bien, mais les actes, c'est quand même bien mieux. Voilà. C'était encore donc un effet de manche du
gouvernement qui essaie de faire un peu genre qu'ils sont de gauche, quoi. C'est ça, finalement, ce que je comprends de vos interventions. Ouais, c'est ça, mais j'adore les effets de langage, j'y suis un peu confrontée au quotidien, le discours est incroyable. Genre, tu peux tout mettre sous un vernis progressiste, sans jamais expliquer les tenants et les aboutissants de comment tu vas faire derrière. J'adore. Comment on pourrait appeler ça? C'est du red washing? C'est du... Ça, c'est du woke washing, on va dire. Washing. On va appeler ça comme ça. Ça pourrait être un quiz Minerva hein, pour des prochaines émissions. De quel washing est-ce issu? Ah de deviner le bon washing. Ah oui. Exact. Je vais y travailler. Je vais mettre mon assistant ChatGPT sur le coup. Bon, bah écoutez, peut-être que vous avez des sujets que vous avez envie de parler, qui vous ont intéressé dans l'actualité ou pas, sinon on va... Ah bah faut qu'on parle de l'écriture inclusive quand même. Ah oui, c'est vrai que... C'est une autre dinguerie qu'on a eue la semaine dernière. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? J'ai peur. Vas-y, le masculin... alors je sais plus exactement le contexte, mais Emmanuel Macron dans un... Bon déjà il y a eu le vote de l'interdiction de l'écriture inclusive au Sénat. Et Emmanuel Macron, je crois, c'est dans le cadre de ce vote, a prononcé un discours où il dit notamment que le masculin est neutre et qu'il n'a pas besoin de point médian pour respecter la belle langue française. Donc, bon, si c'est pas un retour en arrière d'il y a 40 ans, je ne sais pas ce que c'est que ce discours. Mais... Alors, au vu de la composition du Sénat, ça m'étonne pas que le truc soit passé, mais... Alors c'est encore pire que ça, Lola, figure-toi. Parce que en fait, il a prononcé ce discours. Alors effectivement, il y avait le vote du Sénat en même temps. Je pense que c'était évidemment pensé dans une séquence politique de... encore une fois, on est le parti de l'ordre et des conservateurs. Mais en fait, ils ont inauguré ils ont réhabilité un château à Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts, c'est l'endroit où a été signé, pendant la Renaissance, François Ier a signé un décret qui disait que le français allait devenir la langue officielle du Royaume de France. Parce qu'évidemment, le français était parlé que dans l'ère parisienne, quoi, dans l'Île-de-France, alors que toutes les régions avaient leur propre langue, hein, l'occitan, le basque, le breton, le corse, qui survivent encore aujourd'hui. Mais bref, voilà. Donc ça, c'est le fait un peu historique. Et ce qui est intéressant, c'est que Villers-Cotterêts, c'est une ville qui est dirigée depuis 2020 par un maire RN, Rassemblement National, et que donc, ça a donné une belle tribune à ce maire RN pour dire voilà, on a créé ça avec le gouvernement, ça a coûté 200 millions d'euros, hein, ce centre donc de la langue française, et c'est à cette occasion-là qu'il a déclaré le discours en parallèle où il y avait le fameux vote au Sénat. Mais c'est encore pire, puisque ça donnait un peu, on va dire, la fame, quoi, à un maire Rassemblement National. Ça te laisse sans voix, Nina? Bah, en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire, t'es à quel niveau d'insécurité pour flipper pour un point médian, quoi? Alors, je comprends pas. En fait, c'est vraiment gênant parce que, en fait, je suis en train de penser à toutes les évolutions de la langue française ces dernières années, dont une qui m'a un peu traumatisée, c'est que le fait qu'on considère que on puisse éventuellement enlever les accents circonflexes, qui donnent pourtant plein d'informations sur la racine du mot et qui est très passionnant. Ou par exemple, écrire oignon, O-N-I-O-N. Tu vois, genre, à la rigueur, ça, moi, je suis là, les gars, c'est quoi la prochaine étape? Mais un point médian qui donne en plus, plein d'informations sur le fait que ça puisse concerner des femmes et des hommes, par exemple, au lieu de juste un masculin pluriel qui peut éventuellement concerner un genre ou pas l'autre. En fait, je pense que si vraiment t'aimes ta langue et t'aimes la grammaire, l'écriture inclusive, c'est le futur. Moi, c'est ma position. En vrai, je pense que, tu vois, François Ier, là, tout homme du 16e qu'il est, avec un argumentaire comme ça, il aurait été de mon côté. Bon, après, ça reste un mec du 16e, tu vois, mais bien amené, je pense qu'il y a de l'avenir. J'en suis convaincue. Totalement. Ouais, genre, je comprends vraiment pas, bref. Après, l'Académie française, voilà, on parle de gens pour qui DVD, ça s'écrit D-E-V-E-D-E, donc après... Ah oui, voilà, genre, on a ce genre de public. On parle de gens qui sont potes avec un Finkielkraut, donc bon, est-ce que on... Voilà. Mais tout de même, genre... En fait, je comprends pas les obstacles, à part avoir hyper peur que les féministes gagnent un truc, quoi.
je vois ça d'un point de vue extrêmement cynique, finalement, on veut devenir les nouveaux conservateurs, la droite et l'extrême droite nous challenge, et donc on a besoin de rassurer cet électorat-là en leur disant oui, rien ne va changer, on est vraiment le parti de l'ordre et tout ça. Et chez les vieilles personnes, pas uniquement les vieux, mais chez la droite, c'est une vraie panique. L'écriture inclusive, ça les fait vraiment, ça les dérange beaucoup. Alors, je sais pas trop pourquoi, mais... Ben, je pense qu'en fait, ils ont peur du changement, mais le truc aussi, c'est que ben, vu que j'ai la chance d'être dans une université en fait, qui préconise l'écriture inclusive et qui a donc rédigé un guide à ce sujet. Parce que les principales critiques, c'est un peu désordonné, il n'y a pas de règles, etc. Mais tant qu'on le formalisera pas, genre, il n'y a pas de règles. Alors là, les préconisations que j'ai sont très 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 légères, hein, je veux dire, il n'y a pas tout qui a été pensé, mais c'est déjà, genre, tu as déjà un document qui t'explique comment le faire, etc. Et puis, l'autre problématique, éventuellement, genre, tu sais, qui pourrait se tenir, c'est que, oui, quand elle n'est pas formalisée, ben, les personnes non-voyantes qui ont, tu sais, la description audio sur leurs appareils, etc., genre, n'y ont pas accès. Oui, mais si on avait un truc, enfin, si on saisissait à bras-le-corps que on formulait des normes pour l'écriture inclusive de manière un peu uniformisée, ben, les logiciels pourraient s'adapter. Enfin, en fait, on manque pas de programmeurs. En fait, genre, il y a que des mauvaises raisons. C'est pour ça que je comprends pas. Et à part satisfaire des gens qui ont la trouille du moindre changement ou avoir la trouille que les féministes marquent un point qui en plus est bon, genre, il y a aucune. En fait, il n'y a aucun contre-argument sérieux à l'écriture inclusive, en tout cas, qui ne puisse pas se régler très facilement en 2 jours. En fait, je pense que ce débat-là me dépasse. J'ai l'impression que c'est le dès que il y a un truc qui va pas, on en remet une couche et on se fait les super défenseurs de nos traditions, elles vont nous wokaiser, le point médian, ça fait peur, c'est trop difficile. Genre, calmez-vous, genre, on fait une sieste, voilà. Enfin, tu sais, il faut agir avec ces gens comme des 3-5 ans, en fait, genre, leur dire, mais t'es énervé, t'es un peu fatigué, faut te calmer et puis passer à autre chose, en fait. Je comprends pas pourquoi ça prend tant de place. Ça me semble une évolution naturelle. Genre, outre les considérations pour laquelle on porte l'écriture inclusive, ben oui, le fait que c'est un peu cool d'avoir une grammaire qui soit pas sexiste, tu vois, mais enfin. Peut-être c'est ça qui les gêne, hein. C'est peut-être ça que c'est peut-être mis le point sur le truc. Hein. Ah, c'est ça, mais une fatigue, je te jure. Vraiment terrorisé par un point médian là. Ce sera le prochain film d'horreur d'Halloween. L'attaque du point médian. Genre, au moins qu'ils aient peur de vrais trucs, quoi. Genre, pas d'un caractère. C'est facile. Bah oui, mais voilà. Et toi, Lola, je sais pas si t'avais encore envie d'en dire un mot. Non, mais moi, ce qui m'interroge, c'est parce que du coup, le projet de loi, c'est l'interdiction de l'écriture inclusive. Donc, ça veut dire que potentiellement, des documents juridiques écrits en écriture inclusive vont être invalidés par le fait que ce soit interdit. J'arrive pas à même me projeter dans l'application de la loi. Ah, mais c'est absurde. Et du coup, petit fait un petit peu intéressant, c'est que les communes sont, à mon avis, les derniers remparts aux politiques de droite. Et les communes, bien souvent, enfin, là, en tout cas, celles que je connais, Grenoble, mais je sais que Lyon l'a fait aussi, je crois que Bordeaux l'a fait aussi, la plupart des communes de gauche et grandes villes ont adopté des chartes d'écriture inclusive et donc utilisent l'écriture inclusive en interne. Alors, des fois, c'est compliqué. Par exemple, ça peut être l'accord de majorité, c'est-à-dire qu'il y a plus de femmes dans une pièce ou dans un sujet, bah, ça va être au féminin, ou alors c'est le point médian ou le tiré, ou alors on écrit, par exemple, les habitantes et les habitants. Voilà, mais ça aussi, c'est l'écriture inclusive. Hein. Il n'y a pas forcément que le point médian, il y a plein de choses. Oui, complètement. Et il y a quelqu'un sur Twitter un petit peu coquin qui faisait remarquer que sur sur X, pardon, excusez-moi, que sur nos cartes d'identité, il y avait marqué né, il y a un et entre parenthèses, il y a un e. Parce qu'évidemment, les cartes d'identité sont pas standardisées. Et donc ça, c'est de l'écriture inclusive, en fait. Oui. Voilà, c'est absurde. Donc on va tous devoir refaire nos cartes d'identité, c'est ça? Après, voilà, moi je donne mon avis, je trouve que le point médian c'est relou. Parce que il faut faire un espèce de truc sur le clavier et c'est un petit peu embêtant à faire. Mais en fait, mais ça c'est sur il y en a plein, quoi. Un tiré, ça c'est aussi je sais qu'il y a des débats chez les linguistes, mais c'est aussi de l'écriture inclusive de mettre un tiré, et c'est aussi de l'écriture inclusive que
décliner en fait, habitante, habitant, citoyenne, citoyen. Bon. Après, je sais pas si c'est pas le débat de ce soir. Je le trouve très élégant, ce point maison. Ouais, tu l'as mis dans le chat, je crois. J'ai mis Darwin pour maison. Bon bah écoutez, on arrive vers la fin de cette émission. Et je sais que c'est le moment préféré de Lola, évidemment. C'est celui des recommandations culturelles. Alors, voilà, ça peut être une BD, ça peut être un film, ça peut être un manga, voilà, un jeu vidéo, peu importe. Voilà, est-ce que toi, Lola, t'as envie de nous recommander quelque chose pour qu'on s'occupe la semaine prochaine? Je vais changer, je vais pas parler d'un film pour une fois. Et je vais parler d'un podcast qui s'appelle... J'ai un trou, c'est terrible, je vais vous retrouver ça. Non, mais il a un titre un peu... Mais non, c'est un podcast de Sophie Rich qui parle de son parcours de PMA, qu'elle est en train d'attendre un enfant. Voilà, c'est ça le titre. Ouais. Il y a 2 épisodes pour le moment, et voilà, elle parle de son parcours de PMA qu'elle est en train de vivre, quoi. Elle n'a pas déjà eu son enfant, elle est vraiment dans un parcours de PMA. Elle le rencontre en podcast, elle est dans un couple lesbien, etc. Et c'est super intéressant, et surtout d'avoir de vraiment avoir ce point de vue d'expérience en direct un petit peu. Je trouve que c'est vachement intéressant. Pour répondre à Nicolas Demorand, c'est pas un podcast France Inter, c'était pas dans le 7-9. C'est un podcast autoproduit par Sophie Rich. Voilà, donc c'est sur toutes ces plateformes, mais voilà, c'est sous son nom. C'est pas un podcast d'une radio. En tout cas, ça donne envie d'aller écouter. Ouais, c'est des parcours de vie, vraiment très intéressant. Des moments de vie qui sont, je pense, intéressants et pas toujours faciles. Et toi, Nina, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander cette semaine? J'ai quelque chose à vous recommander. Alors, en ce moment, à part des articles pour mes cours, j'ai pas l'occasion de lire grand-chose, ce qui est bien dommage. Mais je me détends régulièrement en re-regardant HeroCorp. J'ai l'impression d'en avoir parlé à plein de monde en ce moment, donc je sais pas si je vous en ai déjà parlé peut-être même il y a quelques mois, parce que je le regarde tous les 6 mois en entier. Mais c'est pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. HeroCorp est une série française réalisée par Simon Astier et Alban Lenoir. Et en plus, j'adore Alban Lenoir. C'est un peu mon acteur préf. Et en fait, l'idée, c'est que John, un mec normal, arrive dans un village car sa tante est supposément morte. Et en fait, il se rend compte qu'il se trouve dans un village d'ex-super-héros qui font face à une menace incroyable et que John est censé sauver le monde. Donc, il y a 5 saisons. En plus, moi, ça me fait plaisir parce qu'il y a, à partir de la fin de la première saison, il y a quelques moments à Montréal. Donc, je suis contente de dire que je connais cet endroit. Et c'est une série super chouette et super drôle sur beaucoup de thématiques de l'identité personnelle, quelle est la place de tout un chacun, où est-ce qu'on se sent bien, comment est-ce qu'on évolue, etc. Son rapport aux autres aussi. Donc c'est fun, c'est cool. C'est disponible sur YouTube, mais je crois que c'est bloqué en France, donc il faudra utiliser de moyens détournés que je vous laisserai deviner. Et voilà. En tout cas, ouais, je suis en train de la re-regarder pour la 3e fois cette année. Aucun problème. J'adore. Et pour le coup, je peux être que d'accord avec toi parce que c'est une excellente série, HeroCorp. Un peu méconnue, un peu sous-cotée en France. Elle est pas si connue que ça, et pourtant elle est vraiment chouette. Il y a plein d'idées. Exact. Elle est vraiment géniale. Et moi, j'ai un film à vous recommander parce que je vais au cinéma une fois tous les 6 mois et j'y suis allé hier. Je suis allé voir Une année difficile, donc le dernier film d'Éric Toledano et Olivier Nakache, avec donc Pio Marmaille, Jonathan Cohen et Noémie Merlan. Exactement. Qui d'ailleurs fait une belle prestation. Je la connaissais pas et je trouve que c'est super. Et du coup, c'est un film qui raconte l'histoire de deux types qui sont surendettés et qui vont un peu faire de l'entrisme, si je puis dire, parmi des militants écologistes bien radicaux, donc qui ont des petits surnoms, qui s'appellent Cactus, Quinoa et tout ça. Et donc voilà, je vous conseille ce film, c'est très chouette. Ça parle de sujets de fond, mais toujours avec un truc un petit peu léger, un peu amusant, un peu sympa.
Et voilà, on passe 2 heures très agréables devant ce super film. Silence de Lola, je suis sûr qu'elle déteste Nakashito et Dano. Non, j'ai pas vu le film, donc je l'ai pas vu pour le coup. Et dans le chat, Nicolas Demorand fait la pub de son 7-10 sur France Inter, bien sûr, où il accueillera, j'imagine, plein d'entrains, et j'espère avec la pugnacité qui le caractérise, Elisabeth Borne demain matin. Et il nous conseille aussi Second Tour, donc avec Dupontel, meilleur acteur-réalisateur de France en ce moment. Moi, j'ai mangé avec mon père ce midi qui m'a dit que ce film était éclaté au sol, mais il y a différents points de vue. Écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés. Alors on se retrouve dimanche prochain. On se retrouve aussi mardi pour les entretiens avec Anaïs. Alors encore une fois, je suis désolé, je me suis mal renseigné puisque je ne sais pas, peut-être Lola sait, mais je ne sais pas qui va être l'invité. Alors, c'est Hugo Blossier avec... je suis en train de ressortir le truc. Avec une dame dont je n'ai pas le nom, mais qui, je crois... bon, c'est par rapport au méga bassine. Si je dis pas de bêtises. Laura Pallier. Exactement. A69 méga bassine à l'assaut du béton. Ah oui, sujet brûlant, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé ce soir, on en parlera sûrement la semaine prochaine parce que c'est un sujet passionnant. Donc bah là, rendez-vous mardi, rendez-vous dimanche prochain aussi pour un nouveau talk de Minerva. Et en attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller sur norevolution.fr pour lire les brillants articles qui sortent parfois c'est vos chroniqueurs préférés, c'est les personnes qui sont là, avec vous qui les écrivent. En tout cas, voilà, il y a des articles qui sortent toutes les semaines, qui éclairent l'actualité avec une intelligence rare, en tout cas de mon point de vue. Et voilà, en tout cas, très bonne semaine à vous. Portez-vous bien, soyez forts. On vous envoie toute notre énergie, Genki Lama et tout ça. Et à très bientôt, bonne soirée. Bonne soirée.